Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ces rencontres capitales organisées donc par le groupe de presse spécialisé AEF. Pour cette table ronde, nous allons essayer de comprendre et d'explorer la façon de reconstruire la relation entre climat et activité humaine. J'ai envie de dire que si c'était un couple, le premier aurait depuis longtemps quitté le second, mais on n'est pas là pour ça, on va justement essayer de les rabibocher. Pour en parler, je suis accompagnée d'un panel exceptionnel. Je suis ravie d'accueillir Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, ancienne coprésidente du groupe 1 du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et vous êtes aussi membre du Haut Conseil pour le climat. Nous sommes aussi avec Sophie Mourlon, directrice générale de l'énergie et du climat au sein du ministère de la Transition écologique depuis 2023. Katinka Rambert, vous êtes directrice RSE du groupe AQO, spécialisé dans les énergies renouvelables, entreprise française. Sabine Roux-Bézieux, vous avez co-fondé et vous êtes présidente de la Fondation de la mer. Vous avez publié cette année L'océan en 100 questions, préserver l'avenir de l'humanité aux éditions Talendier. On y reviendra, c'était une année exceptionnelle pour l'océan. Et puis enfin, Marie Eklund, vous êtes la fondatrice et PDG du Fonds d'investissement 2050. Vous allez nous raconter en quoi consiste ce fonds d'investissement dans un instant. Merci beaucoup à toutes pour votre présence. Moi, je suis Conception Alvarez, je suis journaliste et rédactrice en chef adjointe du média novetic.fr, donc spécialisée sur les sujets de transition écologique, de finances durables et de RSE. Et donc, nous sommes une filiale du groupe AEF. Et donc, vous l'aurez remarqué, nous sommes une table ronde 100% féminine, mais rassurez-vous, la parité au global sur ces conférences a été respectée. Maintenant que j'ai tout dit, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet, donc reconstruire la relation entre climat et activité humaine. On peut rappeler que depuis des années, il existe un consensus scientifique qui montre l'origine anthropique du changement climatique, donc très concrètement, la responsabilité de nos activités, des activités humaines, sur l'augmentation des gaz à effet de serre, qui contribuent donc au changement climatique. Valérie Masson-Delmotte, elle prend les canicules monstres de cet été qui sont venues s'ajouter aux inondations diluviennes, aux incendies catastrophes, aux sécheresses records. Vous avez, oui, je commence fort. Vous avez dénoncé une forme de déni collectif, une forme d'indifférence aussi aux impacts du changement climatique. Aujourd'hui, justement, qu'est-ce qui est remis en cause? Est-ce que c'est ce consensus scientifique entre le lien entre les activités humaines et le climat, ou est-ce que c'est autre chose? En fait, je pense que cela dépend de la région du monde où on se place. Et moi, mon observation, c'est qu'on fait face sur le rapport aux connaissances scientifiques par rapport aux enjeux de transformation pour limiter l'ampleur du réchauffement climatique. On fait face à une obstruction brutale, inédite, structurante. Une obstruction qui vise à détruire un certain nombre d'acquis des dernières décennies. Parmi ces acquis figure la place des connaissances scientifiques dans la délibération pour éclairer la prise de décision. Et l'exemple pour moi le plus frappant, c'est celui de la politique américaine depuis janvier 2025, où en fait c'est une politique favorable aux énergies fossiles et c'est une politique brutale qui vise en fait à écarter complètement la place des connaissances scientifiques de mon domaine, les sciences du climat, dans tous les aspects liés aux politiques fédérales et à la prise de décision. Alors, c'est tellement brutal que c'est visible. Dans d'autres contextes, on a en Europe, par exemple, ou en France, on a aussi en fait cette remise en cause plus insidieuse, moins assumée, peut-être même plus cynique, de la place des connaissances scientifiques en appui à la délibération. Je pense par exemple à des enjeux liés à la biodiversité ou la santé environnementale, dont on a bien vu que ça n'était pas mobilisé pour éclairer la fabrique de la loi, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est pour moi très préoccupant au-delà même des enjeux climat, mais c'est la remise en cause des faits et une forme de cynisme par rapport aux enjeux de long terme. Alors pour ne pas être dans le noir complet, je vais aussi souligner d'autres manières de penser qui me semblent extrêmement importantes. Et pour ça, je fais référence à l'avis de la Cour internationale de justice de cet été, donc saisie par des étudiants au départ en droit de petites îles du Pacifique, puis des pays, l'Assemblée de l'ONU,
un ensemble d'auditions qui ont bien mis sur la table toutes les difficultés en fait, entre le développement et l'action pour le climat. C'est de ça dont on parle en fait, au niveau international comme partout. Et ce qu'elle a souligné, c'est à quel point la protection du système climatique des émissions de gaz à effet de serre est intimement liée à la protection des droits humains fondamentaux. Et du coup, je trouve ça intéressant de recentrer la réflexion sur qu'est-ce qui nous tient à cœur, qu'est-ce qu'on veut préserver. Et donc, pour moi, il y a 3 grands aspects, il y a 3 grands enjeux au-delà de ce contexte très difficile. Il y a un enjeu en fait de dignité humaine et de droits humains. Comment en fait on pense l'action pour le climat comme quelque chose qui est intimement lié à cela. Il y a la question des interdépendances, c'est-à-dire les humains entre eux, faire société, protéger les plus fragiles. Mais puis l'interdépendance avec le vivant, les écosystèmes, la biodiversité qui nous soutient. Comment on le pense mieux. Et puis la dernière chose, c'est l'habitabilité. En fait, c'est ces 3 dimensions-là, pour moi, qui sont importantes. Et c'est celles qu'on veut faire taire dans les tactiques d'obstruction actuellement, voire parfois renverser le discours, c'est-à-dire faire croire que la protection du climat serait dommageable pour les humains ou les activités économiques, alors qu'en réalité, on comprend bien que ne pas en tenir compte, c'est ce qui serait le plus difficile à moyen et long terme. Oui, on va continuer sur le constat, mais on reviendra effectivement sur la façon de mettre en avant ces trois dimensions, ces liens. Juste quelques chiffres pour que vous les ayez bien en tête. Depuis le début de l'ère pré-industrielle, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de plus de 50%. Si on prend l'accord de Paris, donc adopté il y a 10 ans, véritable momentum pour l'action climatique, les émissions fossiles ont encore augmenté de 10%. Depuis le début de l'année, les émissions aux États-Unis et même dans l'Union européenne sont en train de remonter également, tandis que celle de la Chine semble se stabiliser. Tout ça, finalement, nous place sur une trajectoire de réchauffement qui est estimée entre 2,3 et 2,5 degrés d'ici la fin du siècle. C'est évidemment trop. On ne va pas revenir ici sur l'ensemble des impacts. Peut-être que vous voulez dire un mot. En fait, sur la base des politiques publiques déjà mises en place, on irait vers un réchauffement de l'ordre de 2,8 degrés en fin de siècle. On en est à 1,36 degrés par rapport au climat pré-industriel. Et le fait d'arriver à limiter le réchauffement autour de 2,5 voire 2,3 degrés, c'est si les engagements qui ont été formulés sont tenus. Et c'est pour ça que ce qui se fait maintenant compte énormément. Ça va jouer beaucoup sur la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre et ensuite l'ampleur du réchauffement à venir par un effet cumulatif, notamment des émissions de CO2. Oui, donc c'est vraiment le scénario optimiste, c'est vraiment si tout ce qui a été promis est réalisé. En France, la baisse des émissions de gaz à effet de serre marque également le pas. On était à moins 1,8% en 2024, moins 0,8% attendu cette année. C'est très en ça du rythme nécessaire, parce qu'il faudrait qu'on soit à moins 5% de réduction par an. Sophie Morlon, évidemment, je me tourne vers vous. Comment est-ce que vous expliquez ce ralentissement dans la trajectoire et comment y pallier ? Et puis, voilà, ouais, on pourra présenter des chiffres aussi. Voilà, je commence. Merci beaucoup d'avoir organisé cette discussion ce matin. On est sur des sujets qui sont non seulement au cœur de l'actualité et à juste raison, et qui sont extrêmement importants. Alors, pour répondre à votre question, je voudrais commencer par le verre à moitié plein quand même, histoire de se mettre quand même en forme positive pour cette matinée, avec un transparent qui est présenté, qui montre l'évolution des émissions de gaz à effet de serre de la France depuis 1990, et où on voit quand même que la baisse des émissions, elle est réelle. Moi, quand j'ai... Alors, je ne sais pas si le Est-ce qu'on voit le... C'est bon, merci. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y a déjà un certain temps, c'était au tout début des années 2000, les émissions, elles ne baissaient pas et on se demandait chaque année, d'abord, ce n'était pas une préoccupation absolument générale, et puis ceux qui s'y intéressaient se demandaient si on était dans l'écart statistique de variation ou pas. Quand même, il faut voir que depuis la première décennie des années 2000, on est dans une véritable baisse. Et ça me semble être une bonne nouvelle en soi, parce qu'encore une fois, moi, quand j'étais plus jeune, c'était une question qu'on pouvait se poser. Est-ce qu'on arriverait réellement à freiner la hausse ? L'autre bonne nouvelle, c'est que le budget carbone de la France, donc les émissions qu'on vise, je ne vais pas dire qu'on s'autorise, parce que c'est pas cette question-là, mais que notre planification écologique vise. Ce budget carbone, le deuxième budget carbone, celui qui couvrait la période 2019-2023, il a été respecté. Après avoir été revu à la baisse.
Il avait été revu à la baisse. Oui, alors dans sa version officielle, le budget carbone 2019-2023, il a été respecté assez largement, alors que le premier budget carbone n'avait pas été respecté. Et ça, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le Conseil pour le climat, dont Valérie fait partie, estime qu'aujourd'hui, les mesures prises en France permettent d'atteindre une réduction de presque moins 40% en 2030 par rapport à 1990, ce qui correspond à l'objectif qu'on s'était fixé en 2020 pour 2030. Bon, voilà, ça c'est, on arrive quand même à faire des choses avec l'action publique, on arrive quand même à faire des choses tous ensemble, et ça c'est important, et c'est important pour préparer l'avenir. Après, il est exact que cette baisse, elle affaiblit en 2024. On n'a pas les données définitives pour 2025 et ça prend un petit peu de temps, mais elles ne sont pas très bonnes pour 2025. Pour répondre à votre question, c'est assez difficile de démêler tous les facteurs et encore plus de les démêler dans un temps court, mais on voit qu'en particulier, la trajectoire dans le domaine des transports et dans le domaine du bâtiment n'est pas celle qu'on vise dans notre planification et est très loin d'être suffisante pour atteindre nos objectifs. Donc il y a clairement un sujet, on le sait, mais il y a clairement un sujet sur ce qu'on fait dans le domaine du bâtiment, dans le domaine du transport en particulier. Comment on fait pour pallier le ralentissement de cette baisse? D'abord, continuer à se donner des feuilles de route et les renforcer, parce que c'est elles qui peuvent fonder un ensemble de mesures cohérentes qu'on peut porter à l'échelle nationale. La feuille de route sur laquelle on travaille, sous l'empire de laquelle on est, et ces fameux budgets carbone, elle a été adoptée en 2020. On est en train de la réviser avec l'objectif de la sortir prochainement pour l'ajuster sur une ambition qui sera plus de moins 40% en 2030, mais de moins 50%, qui est le point de passage par lequel on doit passer pour arriver à la neutralité carbone en 2050, qui est notre engagement international et qui reste notre objectif. Ça suppose d'agir dans tous les secteurs, le transport, le bâtiment, mais également l'agriculture, l'industrie, et puis un sujet dont on reparlera peut-être, qui est ce qu'on appelle dans le jargon le puits de carbone, c'est-à-dire la capacité à absorber du carbone par les terres, par les forêts, par les océans, et par majoritairement des phénomènes naturels. Globalement, ça veut dire qu'il faut continuer dans tous ces secteurs à réduire les consommations en évitant le gaspillage, en investissant dans l'efficacité énergétique, et puis qu'on continue à décarboner nos consommations d'énergie, quelque chose pour lequel on a des solutions aujourd'hui et qu'il faut déployer bien sûr à beaucoup plus grande échelle. Oui, parce qu'on dit souvent qu'on a un mix électrique décarboné, mais vous me rappelez qu'on avait encore quasiment 60% de dépendance aux énergies fossiles sur notre mix énergétique. On dit souvent en France, les Français ont en tête, avec le nucléaire, avec l'hydro, avec les renouvelables, notre énergie est décarbonée. Alors, notre électricité, elle est décarbonée à des niveaux très élevés. Ça fait déjà 2 ans qu'on est à plus de 95% de décarbonation de notre électricité. C'est considérable, ça veut dire que virtuellement, toute l'électricité qu'on consomme est décarbonée. En revanche, pour nous transporter, pour nous chauffer, on utilise encore beaucoup de produits pétroliers et de gaz et ça représente effectivement 58% de nos consommations. Donc en fait, décarboner notre économie, ça veut dire sortir des fossiles. Sortir des fossiles, ça veut dire que 58% de nos consommations aujourd'hui doivent être transformées en autre chose, soit non consommées, soit consommées sur une énergie décarbonée, de l'électricité décarbonée, mais pas que. Nos consommations énergétiques, aujourd'hui, c'est à peu près 43% de chaleur. On peut faire de la chaleur à partir de l'électricité, avec des pompes à chaleur par exemple, mais évidemment, on peut faire de la chaleur directement, avec de la géothermie en particulier, avec du solaire thermique, enfin, on a un certain nombre de solutions. Et donc, on doit avoir des actions à tous les niveaux, parce que presque 2/3 de nos consommations énergétiques, aujourd'hui, c'est des fossiles. Et il faut savoir que sur la balance commerciale de la France, ça pèse les bonnes années 60 milliards d'euros, les mauvaises années comme en 2022, 120 milliards d'euros. Et donc ces énergies fossiles, elles sont entièrement importées. La France n'en produit virtuellement pas, enfin c'est tout à fait anecdotique. Et ça nous fait dépendre à ces niveaux. C'est des gros chiffres. On claque toujours des gros chiffres dans la politique énergétique, mais il faut voir que le coût des fossiles pour la France, c'est entre 60 et 120 milliards d'euros. Et donc, sans défaire, c'est aussi se défaire de dépendance à des États qui sont parfois nos partenaires commerciaux, qui parfois ne le restent pas, et qui sont parfois des États avec lesquels on entretient des relations peu amicales. Donc, c'est aussi un sujet pour notre avenir de souveraineté. Je regarde Katinka parce que du côté des entreprises, finalement,
backlash et ces allers-retours en permanence sont très difficiles à gérer. Donc on a le backlash de la part des États-Unis, ces droits de douane complètement affolants. On a aussi au niveau européen un détricotage en ce moment de toutes les normes de durabilité des entreprises qui avaient été adoptées et construites pendant des années, qui sont en ce moment en train d'être complètement détricotées. Au niveau français, on attend, et c'est crucial pour une entreprise des énergies renouvelables, les feuilles de route énergétiques qui sont en négociation depuis plus de 2 ans. Le contexte politique fait qu'elles ne sont toujours pas publiées. Katinka, dites-nous justement ce que ça a comme conséquence pour une entreprise française qui essaye de survivre dans les énergies renouvelables. Oui, merci Conception, bonjour à tous. Alors effectivement, sans vouloir commencer par une blague nécessairement, l'avantage c'est qu'étant dans les énergies, on a beaucoup d'énergie. Une fois qu'on a dit ça, et on en parlait pas plus tard qu'à Produrable il y a 1 mois et demi, où il y avait encore du suspense sur le détricotage de la CSRD, on était un petit peu plus optimiste. L'argument qui est opposé au détricotage du pacte vert, donc le pacte vert, c'est un ensemble de plusieurs lois au niveau européen, avec notamment, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, la notion de devoir de vigilance. Et donc là, je rejoins Valérie qui parlait de dignité humaine. Je crois que la question de la dignité humaine, elle ne se pose pas du tout que en bout de chaîne, mais elle nous concerne nous aussi. On va parler de l'entreprise, mais déjà au niveau individuel, qui peut imaginer qu'un t-shirt blanc à 5 € coûte véritablement 5 €? Est-ce qu'on peut être digne soi-même quand on porte littéralement le sang des autres et la destruction d'écosystèmes peut-être un peu plus loin qu'en bas de chez nous, sur nous? La loi sur le devoir de vigilance, donc elle impose, elle a été adoptée en France en 2017, elle impose aux multinationales d'avoir un plan de vigilance sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, que ce soit sur les questions environnementales, sociales. Donc c'est vraiment une loi cruciale pour responsabiliser les multinationales. Voilà, donc il y a ça, il y a aussi la CSRD qui était vraiment très pertinente. Alors on nous a opposé que ça demandait trop de travail et que ça allait baisser notre compétitivité. La CSRD en substance, c'est la prise en compte. Historiquement, on regarde les impacts d'une entreprise sur son environnement. La CSRD avait cette nouveauté de regarder les impacts climatiques sur l'entreprise à travers la lecture de ce qu'on appelle la double matérialité. Et donc, c'est l'identification des impacts, des risques, des opportunités sur l'entreprise et de l'entreprise sur son environnement. Ça aussi, c'est complètement détricoté pour des notions de compétitivité. Alors, je vais vous le dire, du point de vue d'Acuo, c'est plutôt l'inverse qui se passe finalement. Parce que nous, on met beaucoup d'efforts on s'oblige, étant producteur d'énergie renouvelable, à justement être exemplaire. Donc, par exemple, on parle beaucoup du climat, on parle beaucoup de carbone, et on a tendance à laisser un peu de côté le sujet de la biodiversité. Le sujet de la biodiversité, je rappelle quand même aujourd'hui, on a 9 limites planétaires, 7 sont en train d'être dépassées. Et donc, par exemple, la prise en compte de la biodiversité dans la gouvernance de l'entreprise, dans la stratégie d'investissement de l'entreprise, est absolument cruciale. Aujourd'hui, nous, on le fait. Mais quand on répond à des appels d'offres auprès de la Creux, par exemple, avec des compétiteurs, collaborateurs, vous les appelez comme vous voulez, puisqu'on œuvre tous pour un monde plus décarboné, et que nous sommes légèrement plus chers, parce que nous avons pris des engagements territoriaux, des engagements différenciants de consultation de parties prenantes, qu'avec notre fondation ou notre politique de développement durable, on va aussi aller investir dans des projets qui ont moins de rentabilité, mais qui ont d'autres rentabilités, peut-être le temps plus long, peut-être des profits un peu plus partagés pour les territoires, pour les populations locales dans lesquelles on s'implante. On voit là qu'au niveau du prix. Donc il y a une vraie question de coût, le juste prix, qu'est-ce que vaut vraiment les choses. Et aussi, je crois que pour parler de réconciliation, il faut peut-être parler un petit peu de notion de compréhension. Parce qu'on parle de trajectoire, on parle de grands chiffres. Comme Sophie, on parle de budget carbone, par exemple en France, idéalement, pour rester en dessous des 1,5 degré, le budget carbone par individu, c'est 2 tonnes. Aujourd'hui, c'est 2 tonnes de CO2 2 tonnes équivalent CO2 en empreinte par individu. Et on est environ à 10 tonnes. Aujourd'hui, on est à 10 tonnes. Aujourd'hui, on est à 10 tonnes. Comment est-ce qu'on passe de 10 à 2 ? Les services publics rapportés aux citoyens comptent pour 1,1 à peu près. Comment est-ce qu'on fait pour prendre les bonnes décisions à tout niveau ? Ça a été démontré déjà, c'est pluriniveau, pour pouvoir aller vers
très simplement des conditions de vie soutenables. Valérie l'a rappelé, il y a des triptyques, mais enfin, au bout de la ligne, c'est à dont on parle. 3 degrés, c'est pratiquement invivable pour la moitié de la population sur Terre. Et nous. Et nous aussi. Donc on le voit, les entreprises qui sont en avance, qui ont joué le jeu, finalement, elles se retrouvent pénalisées. Je me tourne vers vous, Marie. Est-ce que du côté des investisseurs, vous sentez un changement, un frémissement, une prise en compte de ces risques? Alors, ça dépend lesquels. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on a des investisseurs qui sont loin de la réalité terrain, en fait, ils ne le prennent pas en compte. Et le meilleur exemple de ça, c'est qu'en fait, il y a eu un rapport très intéressant des actuaires britanniques en janvier 2025 qui est sorti. Et donc, les actuaires britanniques, c'est ceux qui conseillent les modèles assurantiels. D'accord ? Et donc, c'est des gens qui ont des modèles de calcul extrêmement sérieux, etc., et qui ont dit, en fait, dans les modèles actuels que l'on utilise en assurance et en finance, les risques climatiques et naturels sont complètement sous-évalués. Et avec ce que nous, on a fait là, donc ils ont passé beaucoup de temps à remettre ça et bien le calculer dans les modèles, ce qu'ils voient, c'est que d'ici 2070, donc à très long terme, c'est la moitié du PIB mondial qui est à risque de collapse, donc de s'effondrer. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que c'est pour montrer l'amplitude des enjeux économiques et donc financiers par construction qui sont à risque juste sur les risques naturels et climatiques, sans parler des risques géopolitiques qui dérivent, qui sont très liés finalement à ces risques naturels et climatiques. Mais si on revient plus près de nous, il y a, et je pense que Sabine en parlera beaucoup mieux que moi et plus en détail, rien qu'à 15 ans, il y a d'autres études de quelle est la valeur à risque dans l'économie de la mer qui est là, donc sur les économies existantes, c'est 8,5 trillions de dollars si on ne fait rien. Donc c'est de la perte sèche en fait. Et quand on vient encore plus près, il y a un rapport qui a été fait par le World Economic Forum avec l'assistance de Johan Rockström du Potsdam Institute, etc., qui montre que les besoins d'eau, donc de l'eau fraîche, ne vont pas être satisfaits en 2030, donc d'ici 5 ans, à 40%. Donc 40%, c'est quand même beaucoup, en fait. Et quand on revient déjà sur ce qui se passe maintenant dans l'économie, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une sécheresse inouïe à Taïwan en 2021, 2022, 2023. Et comme on a construit une économie qui est complètement globalisée, on est vraiment sur la performance ultime des chaînes de valeur, et donc il y a des dépendances critiques de partout. Donc ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'industrie automobile européenne est très dépendante de l'industrie des semi-conducteurs à Taïwan parce qu'il y a certains chipsets, donc l'électronique à l'intérieur des voitures, en fait, ces semi-conducteurs-là ne sont produits qu'à Taïwan. Donc il n'y a pas de solution de repli, en fait. Le savoir-faire est là-bas. Et pendant la sécheresse, du coup, ça s'est contracté, parce qu'ils ne pouvaient pas produire, parce que les semi-conducteurs, ça nécessite beaucoup d'eau, en fait, pour être fabriqués. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le gouvernement taïwanais a payé ce jour-là, enfin ces années-là, les producteurs de riz à Taïwan pour qu'ils n'utilisent pas l'eau, pour qu'on le laisse à l'industrie des semi-conducteurs. Donc on a déjà ces arbitrages qui sont faits, et qui sont faits justement entre, je dirais, les populations locales et le fait qu'ils puissent manger à leur faim et la sécurité alimentaire. Et si on ne plante pas, en fait, ça a des conséquences après. Et d'autres types d'industries. Donc, ces arbitrages sont là. Il y a et de plus en plus de rareté de l'accès aux ressources naturelles. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une augmentation du prix du chocolat de manière inouïe parce qu'on n'arrive plus à en produire. Tropicana est en faillite. Donc, à cause du changement climatique. Vraiment, c'est des impacts concrets du changement climatique. Absolument. Des sécheresses. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'économie, on voit déjà le fait que les supply chains, donc les chaînes de production, ne sont plus fiables. Elles ne sont plus fiables parce qu'il y a un accès aux ressources qui va être de plus en plus limité et rare, c'est-à-dire qu'on doit se poser la question de est-ce que je peux continuer à avoir accès à ces ressources-là dans le temps ? Et à quel prix ? Parce que si c'est rare, le prix augmente.
Et est-ce que ma chaîne de production en tant que telle est résistante aux aléas climatiques, à la chaleur, aux sécheresses, etc. Donc chaque entreprise aujourd'hui doit se poser la question de la robustesse de sa production et pour pouvoir faire un business plan même à 2-3 ans en fait. Et ça, c'est complètement sous-estimé par la finance. Ça commence à arriver dans les modèles assurantiels. Et donc, ça va, je veux dire, de toute manière, il y a un moment, ça va arriver. Mais chaque entreprise se doit d'y penser. Et ce risque-là, aujourd'hui, dans le monde financier, est complètement sous-estimé. Dans le monde financier, dans le monde des entreprises, l'enjeu, c'est vraiment de réussir à se reconnecter. On y reviendra avec se reconnecter à la réalité, au futur souhaitable qu'on a envie de construire. On y reviendra avec vous, Marie. Mais peut-être d'abord, juste sur la question de l'eau, il y a une étude qui est sortie en septembre du cabinet Utopie qui montrait que les entreprises françaises n'identifiaient pas du tout, enfin très peu pour très peu d'entre elles, de liens avec leur dépendance aux océans. Et c'est souvent les entreprises qui sont sur le littoral, les entreprises touristiques ou les entreprises de pêche qui se sentent dépendantes, mais le reste des entreprises, pas du tout, alors que l'étude montrait que 40% des emplois en France, indirects ou directs, étaient liés aux océans. Donc c'est vraiment un sujet qui a été relégué au second, voire au troisième plan derrière le climat, bien sûr, la biodiversité. Sabine Roux-Bézieux, évidemment, vous connaissez par cœur le sujet. Il y a 10 ans, vous cofondiez la Fondation de la mer, parce qu'il y avait une fondation pour à peu près tout, mais pas pour la mer. Et vous souhaitiez donc maritimiser les esprits. Est-ce que c'est mission accomplie 10 ans plus tard, vous diriez ? En effet, en 2015, début 2015, avec un groupe de passionnés de mer, on a créé cette Fondation de la mer. Tout le monde maritime en fait en rêvait, mais elle n'existait pas. Et à l'époque, on nous a un peu pris pour des doux rêveurs. Voilà. Et quelqu'un m'a même dit, mais pourquoi on ne fait pas une fondation de la Terre ? Évidemment, pourquoi on ne fait pas une fondation de la Terre ? Parce que le régulateur du climat, c'est l'océan. Parce que le plus grand hôte d'accueil de la biodiversité sur Terre, c'est l'océan. Il faut penser l'océan comme un espace en 3D. La Terre, c'est un espace en 2D. On est sur la Terre, alors il y a les oiseaux qui sont un peu dans le ciel, mais ils finissent toujours par nicher à terre. L'océan, c'est 3,5 km de hauteur moyenne sur 70% de la surface de la planète. Et il y a de la vie sur ces 3,5 km de hauteur, en 3D. Et on ne connaît pas cette vie. Ce sont des espaces encore totalement inconnus. Chaque fois qu'une expédition scientifique part en mer, elle revient avec des espèces nouvelles. Donc c'est la dernière frontière en fait de la découverte de l'aventure scientifique. Et l'humanité dépend de l'océan. Vous savez qu'il y a 3,5 milliards d'années, quand la vie est apparue sur Terre, en fait, elle n'est pas apparue sur Terre, elle est apparue en mer. Voilà, la première vie a germé dans l'océan. Et nous sommes les très lointains descendants de ces premières espèces marines. Et en fait, on en garde des traces dans notre corps, parce que l'eau qui représente plus de la moitié de notre corps, c'est une eau qui ressemble à l'eau de mer. Le liquide amniotique, c'est de l'eau qui ressemble à l'eau de mer. Et donc, en fait, nous sommes des petits océans à nous-mêmes. Et l'idée de la Fondation de la mer, c'était de remettre la mer au cœur de notre planète, remettre la mer au cœur de nos esprits. Et on l'a lancé début 2015. À la fin de l'année 2015, il y a eu cette fameuse COP 21 à Paris. C'est la première fois que l'océan a été mentionné dans une COP. Alors, c'était mentionné au détour d'une phrase à travers les écosystèmes. Donc, pour les non-spécialistes, c'est vraiment passé inaperçu. Mais pour les amoureux de l'océan et les scientifiques de l'océan, c'était majeur, parce que c'était reconnaître que l'océan, dans son ensemble, était un écosystème et de lui donner une place autour de la table. Et aujourd'hui, à la COP 30, il y a un pavillon océan, on parle d'océan, il y a énormément de conférences et c'est une bonne nouvelle. Alors ça ne veut pas dire que la COP 30 va être un succès, on va suivre ce qui se passe dans les jours à venir, enfin les heures à venir. Mais en tout cas, l'océan a pris sa place. Alors la Fondation de la mer là-dedans, en fait, elle avait 2 objectifs. Le premier, c'était d'aller aider très concrètement tous ceux qui agissent au quotidien pour avoir un océan en bonne santé et dénué de pollution. Et puis le deuxième, c'était, comme vous l'avez dit, de maritimiser les esprits. Alors, est-ce que c'est accompli au bout de 10 ans ? Moi, j'ai passé la présidence fin juin à l'issue de la 3e conférence de l'ONU pour l'océan. D'une certaine manière, oui. On est très fiers du parcours accompli.
Je commence par les jeunes. Les questions de l'océan sont aujourd'hui dans tous les programmes scolaires. Il y a des dizaines de kits pédagogiques qui sont accessibles aux jeunes. Et je suis très frappée de voir le nombre d'enseignants qui participent à des concours ou des outils pédagogiques avec leurs jeunes, de classes de 4e, 3e qui font des classes en jeux maritimes. Enfin, ça commence à prendre. C'est ce lien qui va permettre de passer à l'action, vous disiez. Exactement. Donc les jeunes, on s'est lancé. Les entreprises, c'est un peu lancé, parce que la Fondation de la mer, on a créé un référentiel pour que les entreprises évaluent leur impact sur l'océan. Et ce référentiel, les indicateurs sont rentrés dans la fameuse directive européenne, donc ça, on en est très fiers. Sur le politique, il y a eu des changements, hein. On a eu la loi sur l'économie circulaire pour lutter contre les plastiques à usage unique. On a eu on a accueilli la conférence de l'ONU sur l'océan. On a évolué sur les aires marines protégées, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire parce que l'océan, on l'oublie encore trop. Il y a très peu de mécénat pour l'océan. Le mécénat environnemental, c'est 7% en France et 1% pour l'océan. Donc il y a vraiment, alors que c'est 70% de l'espace de notre planète. Il y a des traités internationaux comme le traité sur la haute mer qui a été signé, mais qui est en cours de ratification. On va avoir une première COP océan début 2026. Comment est-ce qu'on va arriver à mettre en place des aires marines protégées en haute mer? C'est un vrai défi. Les pollutions plastiques continuent à augmenter. On voit qu'il y a encore beaucoup trop de déchets partout sur la planète. Et le traité international contre la pollution plastique n'avance pas. Il y a eu un échec des dernières négociations. Donc, la Fondation de la mer a bien fait son travail pendant 10 ans, mais elle va être encore là pendant un paquet de décennies parce qu'il y a du travail. Et justement, pour avoir ce regard écosystémique et sortir de cette pensée en silo qui a quand même été prégnante toutes ces dernières années, Marie, j'ai envie que vous nous racontiez vraiment comment fonctionne votre fonds d'investissement, donc 2050, où vous avez choisi 5 thèmes essentiels pour construire le futur. Et c'est tout à fait innovant parce que dans la finance, en général, on se base sur le passé, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai fondé 2050 après 25 ans dans le financement des startups, dans la transformation digitale. Et en fait, en maniant l'argent pendant 25 ans, on se rend compte de sa puissance. C'est-à-dire que quand on investit, les gens pensent que on prédit le futur, mais on ne prédit pas le futur, on le façonne. Si on met beaucoup d'argent pour aller dans cette direction, il y a beaucoup plus de chances qu'on aille par là que si on en met beaucoup pour aller par là. Et donc la question finalement à laquelle moi je pense qu'il faut qu'on arrive et qu'on se pose, c'est quel est le monde dans lequel on veut vivre dans 5, 10, 15, 20 ans, dans lequel on veut que nos enfants vivent, que les gens qu'on aime vivent, etc. Et c'est cette question-là qu'on s'est posée au démarrage de 2050, d'où le nom. Quel est le monde dans lequel on veut financer et dans lequel on veut vivre en 2050? Et effectivement, on a posé 5 essentiels comme un compas, en fait, en se disant, nous, on veut façonner un futur fertile. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on atteint 5 objectifs essentiels qui sont que tout le monde mange et mange de manière saine, qu'on peut habiter la Terre et produire de manière durable, qu'on peut prendre soin de sa santé au quotidien, qu'on peut faire évoluer les modèles éducatifs et culturels pour que chacun puisse y contribuer et qu'on remette la confiance au cœur des économies et au cœur des sociétés avec des modèles assurantiels qui nous couvrent sur les nouveaux risques, des modèles financiers qui permettent de financer cette transformation sur le long terme et des systèmes médiatiques qui permettent que les démocraties fonctionnent. Donc, on a posé ça comme un compas, comme un cap. Et c'est comme ça qu'on prend nos décisions. Mais donc la question d'après, parce que je fais une petite aparté, comment fonctionne la finance d'habitude? Eh bien, on regarde les performances historiques. Ça veut dire quoi? C'est qu'on regarde ce qui a gagné le plus d'argent dans les dernières années. Et on prend des décisions d'investissement aujourd'hui en fonction de ce qui a gagné le plus d'argent pour reproduire ça. Donc non seulement on reproduit le passé, mais en fait on l'accélère. Parce qu'on va toujours chercher ce qui a gagné le plus de performances financières. Donc vous pourriez me dire, il suffit pour qu'on arrive quelque part à rééquilibrer ça, d'inclure les données environnementales et sociales à l'équation. Mais on ne les a pas. D'accord? Donc on ne peut pas, on n'a pas ces données-là, elles n'existent pas, on n'a pas mesuré dans le passé ce qui contribuait à quoi. Donc voilà. Donc pour moi, la seule manière de bien procéder, c'est ce qu'on fait nous, c'est de se dire à quoi on veut aboutir. On voit bien que en fait, quels sont les problèmes qui nous empêchent d'aller là?
et quelles sont les solutions les plus probables qui vont résoudre ces problèmes, qui sont des énormes problèmes. En fait, quand je parlais tout à l'heure des sujets de dépendance critique, de non-résilience, etc., c'est des problèmes critiques pour les entreprises. Donc, on va financer des solutions ou des entreprises qui, pour moi, vont être les championnes de demain. D'accord ? Donc, si on règle ces problèmes-là, et comment on comprend les problèmes ? Par la science. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que ce qui manque, un des liens fondamentaux qui manque pour la finance et pour les économies et pour les politiques, pour qu'on arrive à prendre les décisions, c'est ce lien à la science. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a commencé par coécrire un cours sur le réchauffement climatique, sur tous les enjeux du réchauffement climatique, parce qu'évidemment, on a ce compas, mais il faut démarrer quelque part. Donc, on a démarré par les sujets de réchauffement climatique, mais à chaque fois qu'on investit dans une entreprise, on vérifie qu'elle n'est pas en train de casser d'autres choses sur les autres essentiels. Donc, dans la manière de penser, c'est comme ça qu'on fait. Et sur les sujets de réchauffement climatique, on a coécrit un cours avec l'Université Paris-Dauphine, qui est en licence libre, parce que le but du jeu, c'est pas que juste nous, on comprenne, c'est qu'on crée un effet catalytique pour que les gens y arrivent. Et en faisant ça, on a dessiné une stratégie d'investissement. Et notamment, il y a une chose qui était intéressante, c'est que c'est en faisant ce cours et en travaillant aussi main dans la main avec le Stockholm Resilience Center, qui est un des instituts à l'origine des limites planétaires sur d'autres sujets, qu'on s'est rendu compte que, de manière contre-intuitive pour nous, la première des choses que nous devrions financer, ce n'est pas la réduction des émissions carbone. C'est la restauration des puits de carbone de la nature. En fait, c'est de restaurer donc l'océan, les sols, les forêts, les minéraux, les roches minérales, qui sont les 4 puits de carbone actuels de la planète. Et c'est très simple à comprendre parce que, typiquement, si on continue d'artificialiser les sols, au lieu de passer sur une agriculture régénérative ou de rester sur des choses qui vont détruire la vie dans les sols, eh bien, non seulement on détruit la capacité de la nature à absorber plus de carbone dans le futur, mais en plus, on relâche du carbone qui était détenu dans les sols depuis des milliers d'années. Donc, le fait de financer des solutions qui, non seulement sont en restauration des capacités futures de la planète à absorber l'activité humaine, qui sont en préservation de ce qu'elle a déjà fait, mais qui sont souvent en substitution de choses qui sont très émettrices, c'est ça qui, quelque part, nous permet, d'un point de vue scientifique, d'optimiser la trajectoire. Et donc, notre rôle, c'est vraiment de dire, bon, ben, voilà ce que la science dit, voilà quelles sont les opportunités économiques, quelles sont les entreprises qui nous permettent d'y aller le plus, qui sont le plus à même de résoudre ces problèmes, et c'est comme ça qu'on construit notre stratégie d'investissement. C'est très intéressant parce que, à côté des négociations internationales, des politiques publiques, etc., on sait qu'il est primordial de revenir à cette reconnexion, mais aussi à ce lien avec la science, en fait. Et voilà, Valérie, vous le disiez au début, il y a une obstruction, y compris des connaissances scientifiques. Avant de vous redonner la parole, je me tourne vers vous, Katinka, parce que au sein de votre entreprise, vous essayez de faire ce lien avec les données scientifiques, avec les citoyens que constituent vos salariés. En fait, ce sont aussi des citoyens. Et vous mettez l'accent sur cette cohérence, en fait, cette mise en cohérence. Quand on vient travailler, on doit pouvoir être en accord avec nos valeurs, en fait. Absolument, absolument. Et la mise en cohérence, pour revenir à mon propos initial, passe aussi par une lisibilité, une compréhension. Et par exemple, 2050 a investi dans Dividende Climat, avec qui nous travaillons chez Akuo. Alors, Dividende Climat, peut-être que tu l'expliqueras mieux que moi, mais en tout cas, le propos est de valider une méthodologie et de s'appliquer une méthodologie de calcul de ce qu'on appelle maintenant le scope 4, donc les émissions évitées, et de pouvoir les valoriser, évidemment en langage financier, en dividende climat, qu'ensuite les investisseurs peuvent se réattribuer. Donc on a là d'emblée une meilleure compréhension de l'impact de nos activités, une méthodologie, une harmonisation, parce que c'est encore malheureusement un sujet pour les bilans carbone. Ça paraît fou de le dire aujourd'hui. Bien entendu, c'est aussi un sujet sur la biodiversité. Marie parlait d'effondrement du PIB mondial. La biodiversité, aujourd'hui, il est estimé en fonction des institutions qui publient les chiffres que c'est à peu près 50% du PIB mondial, la biodiversité. Donc on a du mal aujourd'hui à valoriser, comme je le disais, ce que ça coûte, ce que ça vaut. Nous, on est plutôt assez bon sur l'estimation du coût de l'inaction. En revanche, on voit là qu'on a besoin d'aller plus loin sur les incentivisations, ce qui nous permet en fait
de rester compétitif et de continuer en tant qu'entreprise de prendre la mesure de notre responsabilité. Évidemment, les investisseurs nous y poussent, mais pour revenir sur la CSRD très rapidement, la CSRD, par exemple, a abandonné, pour les entreprises qui sont toujours soumises à la CSRD parce que les seuils ont été rehaussés, a abandonné la notion de plan de transition. Il faut savoir que les plans de transition, jusque maintenant, étaient comptabilisés par item. Est-ce que oui ou non, il y a un plan de transition ? Mais la question du contenu du plan de transition n'était pas du tout évaluée par les investisseurs par ailleurs. Donc effectivement, il y a une augmentation nette des critères ESG dans les fonds d'investissement, article 8, article 9, tout ce qu'on veut. Néanmoins, est-ce qu'il y a la capacité de la part des investisseurs, de la part des actionnaires, de véritablement évaluer l'impact de leur investissement? Il ne suffit pas de déclarer, il suffit de pouvoir justement mesurer à l'aune de toutes les cohérences qu'on a évoquées. Et c'est pour ça, pour répondre à ta question, qu'effectivement, en tant qu'entreprise, on s'applique, parce que c'est notre souhait, mais aussi parce que c'est devenu indispensable aujourd'hui, une forme de cohérence au niveau de la vie de l'entreprise. Donc, je l'ai dit, je le rappelle, on utilise le développement durable et l'analyse de double matérialité comme boussole. Aujourd'hui, pas un seul projet sort sans évaluation des risques climatiques. Et une fois qu'on les a flagués, on se pose véritablement la question de comment les intégrer. Et donc, on travaille beaucoup avec nos assureurs sur ces questions-là, sur les questions, par exemple, de grêle dans des zones particulières qui n'en avaient pas. Enfin, il y a des changements qui sont fondamentaux sur notre capacité à produire de l'énergie. Mais ça se joue, comme je disais tout à l'heure, à tous les niveaux. Donc oui, aussi auprès des collaborateurs qui nous le demandent. Les nouvelles générations ont besoin de cohérence de bout en bout, et c'est tant mieux. Et donc, au niveau de l'entreprise, ça veut dire beaucoup, encore aujourd'hui, même si on est une entreprise d'énergie renouvelable et qu'on ne vient pas chez nous par hasard, contrairement à d'autres chez qui on ne va pas non plus par hasard, le niveau d'engagement passe par une compréhension. Donc, des formations, des fresques du climat, des ateliers de donne, des outils concrets, des incentivisations au niveau des collaborateurs. Par exemple, là, pour le nouveau cycle, on a mis l'intensité carbone en critère d'intéressement. Donc, très concrètement, pour tous les collaborateurs. Tous les collaborateurs qui puissent y contribuer directement ou pas. Donc là, dans la notion d'intensité carbone, il y a une notion de performance de production d'énergie renouvelable. Là, on a toute la partie asset management et opération. Le bénéfice du critère d'investissement ira aussi à la personne qui travaille à la comptabilité et qui a peut-être moins de levier de réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise. Mais quand même, donc on propose des solutions très concrètes aux collaborateurs. Ça peut paraître complètement anecdotique, mais par exemple, pendant les semaines du développement durable, on a fait plein de formations et on a notamment organisé un déjeuner végétarien. On dit, oh, bon, un déjeuner végétarien, c'est sympa, ça peut faire gadget. Oui, sauf que aujourd'hui, la consommation de viande, on parlait tout à l'heure de 10 tonnes par individu. La consommation de viande aujourd'hui, la viande rouge, c'est à peu près 2 tonnes par individu. 2 tonnes, c'est atteint par, pour faire des calculs très rapides, un steak classique, c'est 0,0 tonne équivalent CO2. Donc 200 steaks sur l'année, que des steaks, 200 steaks sur l'année, tu l'as ton panier de 2 tonnes. Donc pouvoir proposer des choses qui peuvent paraître très simples, mais qui te permettent aussi de pratiquer la durabilité, va faire qu'au moment de prendre une décision avec peut-être plus d'impact, par exemple la livraison au dernier kilomètre. Aujourd'hui, on n'a pas de solution robuste décarbonée pour faire Asie-Europe pour nos livraisons de panneaux solaires, d'inverteurs, de tout ce qu'on veut. En revanche, on peut dimensionner le projet pour les derniers kilomètres, faire d'autres choix stratégiques. Et c'est la pratique de la durabilité au quotidien qui va permettre aux collaborateurs, avec incentivisation, de faire des projets qui sont plus robustes, plus durables et qui intègrent plus de données, notamment les notions de triple comptabilité. Je sais que 2050 aussi, vous avez investi là-dedans. C'est absolument fondamental pour avoir un panorama complet, en fait, un regard écosystémique de où on se place et où se trouvent nos impacts. Sabine, j'ai envie de rebondir parce que quand vous disiez le moindre geste compte, la fresque du climat, les ateliers de tonnes, etc., on se dit, c'est des actions de sensibilisation, mais en fait, ça peut vraiment aider au passage à l'action. Et quand je vous demandais, Sabine, quelle action prioritaire vous mettriez en place pour renouer et reconnecter les citoyens avec l'océan, vous me disiez permettre à chaque citoyen d'aller voir la mer, ce qui paraît basique, mais qui peut vraiment nous donner envie de la protéger peut-être. Ces 2 jours sont mis sous le thème de la relation. Or, on ne peut pas avoir une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Même si aujourd'hui, on a plein d'amis sur les réseaux sociaux. Les vraies relations, elles sont avec des personnes qu'on connaît, avec qui on discute, comme aujourd'hui sur ce panel. Pour l'océan, c'est la même chose. On ne peut pas aimer l'océan, on ne peut pas comprendre l'océan si on ne le fréquente pas.
Et pour moi, c'est un devoir politique de faire en sorte que chaque jeune Français, chaque Français puisse voir la mer. C'est très étonnant, il n'y a aucun chiffre pour savoir aujourd'hui. On n'est pas capable de savoir s'il y a des gens en France qui n'ont pas vu la mer. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'études sur le sujet. Et comme pour tout, ce qui n'est pas étudié, ce qui n'est pas calculé, n'existe pas. Donc pour moi, c'est un enjeu majeur de faire en sorte que chaque Français ait vu la mer, mais pas une fois, parce que comme une relation, ça s'entretient. C'est pas en se voyant une fois dans sa vie qu'on se connaît, qu'on s'apprécie. C'est en ayant une relation régulière. Et donc, de la même manière, il faut encourager tous les Français à pouvoir aller à la mer. Il faut aider ceux qui en ont moins de moyens. Il faut remettre en place des classes de mer qui n'existent plus, permettre à tous, jeunes et moins jeunes, personnes porteuses de handicap, de pouvoir se confronter à l'élément maritime. Ça peut être ne serait-ce qu'aller au bord de la mer et encore mieux aller en mer parce que c'est là où on éprouve au maximum ce sentiment absolument incroyable de communion avec la nature et de liberté que seul l'océan procure. Et donc c'est pour moi fréquenter l'océan, fréquenter la mer, c'est établir une relation et donc en prendre soin. Mais ça vaut pour tout, hein, pour cette reconnexion à notre assiette. En fait, quand on ne sait pas d'où viennent les produits, c'est difficile d'aller défendre des agriculteurs, enfin, pour la production d'énergie, l'économie, évidemment. Du coup, ça m'amène à une autre forme de relation qu'il faut aussi reconstruire. Vous en parliez, Sophie, c'est ce lien de confiance avec les politiques publiques au sens noble, un lien de confiance qui semble rompu dernièrement. En tout cas, qu'il est absolument primordial d'entretenir. Effectivement, j'en suis convaincue parce que les mesures, les changements, les transitions dont on parle ne peuvent pas reposer que sur des actions individuelles. Il y en a, il en faut, mais il faut beaucoup de politiques publiques. Notamment parce qu'il y a des actions individuelles qui ne deviennent possibles que quand on a créé les conditions pour qu'elles deviennent possibles ou pour qu'elles deviennent souhaitables. Et ça, c'est un enjeu qui est pour moi fondamental, que nous avons pleinement en vue et qu'il ne faut pas perdre de vue et qu'il faut arriver à construire et à reconstruire. Et donc ça suppose effectivement que cette compréhension et ce lien entre les individus, les citoyens et les politiques publiques se maintiennent et s'entretiennent. Quand vous évoquiez parmi les actions de sensibilisation ou autres les ateliers d'automne. Et la dernière fois que j'ai participé à un atelier d'automne, les animateurs, et c'est pas systématique, et je trouve que ça devrait être systématique, les animateurs ont dit ah ben vous voyez, ce choix là que vous venez de faire, en fait il a été rendu possible parce que au tour précédent du jeu, vous aviez fait le choix sur les politiques publiques de faire ce choix-là. Et donc ce choix individuel que vous venez de faire à ce tour de jeu, il n'a été rendu possible que parce que au tour précédent, ou quelques tours avant, vous aviez fait un choix de politique publique qui rend ensuite possible ce choix individuel. Et ça, c'est fondamental. Parce que les politiques publiques, elles créent les conditions économiques, elles créent les conditions techniques pour que l'ensemble des choix individuels des citoyens, les choix individuels des entreprises aussi, qui ont, voilà, même si c'est une forme de choix collectif au sein de l'entreprise, qui ont aussi des choix déterminants, vous avez été plusieurs à les évoquer, soit possible. Ça, alors, j'ai pas la solution miracle, mais parmi les choses auxquelles on peut penser, déjà avoir en tête, réexpliquer, faire comprendre que l'action publique, c'est toute une palette de choses en fait. Il y a des choses qui se voient et qui sont décriées parfois dans les médias ou au Parlement, mais qui mettent pas en valeur l'ensemble de la palette de l'action publique que nous mobilisons dans la direction générale que je dirige. Et c'est d'abord, par exemple, l'acquisition et la diffusion des connaissances. Plusieurs d'entre nous ont évoqué le fait que pour agir, il faut savoir qu'il y a des connaissances qui nous manquent, il faut comprendre, Donc il y a une grande part de l'action publique qui est cette acquisition et la diffusion des connaissances, qui peut déboucher sur la sensibilisation, qui peut déboucher sur l'accompagnement, mais déjà, au départ, l'acquisition des connaissances. Il y a évidemment les politiques d'aide publique et de subvention qui restent indispensables dans certains domaines, qui forcément doivent être ciblées. Et les discussions cette année sur le budget le montrent encore une fois. La solution ne peut pas être, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, que et uniquement des aides publiques, même si elles sont nécessaires parfois.
Il y a évidemment des actions de normalisation et ces actions, elles sont importantes pour rendre possible ce que je disais, c'est-à-dire on peut prendre des exemples dans d'autres domaines, c'est des actions publiques qui sont déroulées sur le temps long. La sécurité routière et le port de la ceinture à l'arrière. Moi, je suis née au milieu des années 70, à l'époque où c'était pas obligatoire. Et ben, pour rendre possible le port de la ceinture à l'arrière, il a fallu faire beaucoup de choses. Il a fallu documenter le rôle de cette action-là dans la sécurité routière. Il a fallu informer, sensibiliser sur le fait que la sécurité routière, c'était pas la faute à pas de chance, c'était aussi des comportements. Et il a fallu normaliser les véhicules pour que les véhicules aient la ceinture à l'arrière. Moi, les premières voitures de mes parents, elles n'avaient pas de ceinture à l'arrière. Donc, vous ne pouvez pas mettre une obligation si vous n'avez pas rendu possible le fait que ça puisse se faire. Évidemment, la réglementation, avec des obligations et des interdictions, mais encore une fois, ça ne représente qu'une part, pas nécessairement majoritaire. Et puis, il y a, j'ai parlé des actions d'incitation ou d'influence au sens positif du terme. Et puis il y a un champ un peu nouveau pour nous, et ça fait le lien avec votre question aussi, en tout cas nouveau dans son ampleur, qui est la question de la lutte informationnelle. On est confronté, et de plus en plus, à la difficulté à faire passer les faits, la science, et on se retrouve confronté à une avalanche de politiques, c'est difficilement autre chose, de politiques de déstabilisation qui peuvent venir de plein d'endroits, pour des raisons politiques ou pour des raisons économiques ou à la rencontre des deux. Et ça, dans le domaine de l'action publique, on est encore assez mal armé pour y travailler. Et pour moi, ça fait partie des choses qui rompent le lien et la confiance entre les citoyens et l'action publique, parce que noyer en fait dans un océan de fausses informations, c'est très difficile de faire la part du vrai et du faux. Donc bon, voilà, j'ai pas la solution. Pardon, il y a une dernière chose peut-être que je voulais dire aussi, c'est que évidemment dans la conception de l'action publique, il est nécessaire, et c'est extrêmement difficile, de penser l'action publique non seulement en moyenne, non seulement sur des cas types, mais d'arriver aussi à identifier les cas particuliers pour lesquels l'action publique ne va pas du tout être adaptée, parce qu'évidemment, c'est des cas particuliers qui peuvent, là aussi, ruiner la confiance entre les citoyens et l'action publique, mais c'est extraordinairement difficile. Vous parliez tout à l'heure des informations qu'on n'a pas. En fait, les informations sur les cas particuliers, on ne les a pas forcément. Et arriver à comprendre et à trouver quel va être l'impact de l'action publique sur tel ou tel cas particulier, c'est extraordinairement difficile. Donc, parfois, ça se fait, et ça se fait encore en essai-erreur, c'est-à-dire qu'on met en place une politique publique, puis on détecte qu'il y a des cas particuliers qui sont maltraités et on corrige. Évidemment, on voudrait systématiquement pouvoir tout anticiper pour éviter de mettre nos concitoyens dans des situations un petit peu compliquées. Et c'est difficile d'expliquer que vraiment on fait le maximum pour ne pas le faire. Mais c'est un énorme enjeu de compréhension, et pour ça le dialogue et le lien entre toutes les échelles de territoire, et je ne parle pas forcément de l'organisation administrative, enfin pas uniquement, est évidemment essentiel, et les rencontres permettent d'éclairer ça. Alors, je reconnais que parfois, nous, les journalistes, on met l'accent sur les cas particuliers. Simplement, sur la désinformation climatique, il y a un événement tout à fait inédit qui s'est produit là à la COP 30, donc, qui est en train de se terminer. C'est une initiative mondiale pour lutter contre la désinformation climatique. Il y a une quinzaine de pays qui ont rejoint cette initiative. C'est peu, mais c'est la première fois qu'on met le sujet à l'ordre du jour. Et c'est majeur parce qu'en fait, on a très bien compris que il nous faut absolument la connaissance et le lien entre ce qui se passe quand la forêt amazonienne brûle et que nous, on a acheté tel produit. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir ce lien. Vous l'avez expérimenté, notamment avec la Convention citoyenne pour le climat, on l'a expérimenté en France. Quand les citoyens sont assis autour d'une table et qu'on leur donne les informations, ils arrivent à trouver des consensus. Et je lisais une interview de vous, vous disiez que la délibération était vraiment primordiale. Expliquez-nous en quoi ça peut être un levier essentiel. En fait, ce qui est intéressant à voir, c'est les travaux en sciences sociales, en sciences politiques, qui montrent finalement qu'est-ce qui permet de porter des changements, on va dire, transformateurs. Et c'est les démarches, en fait, qui s'appuient sur l'intelligence collective, la participation, les expériences particulières qui permettent justement de construire un cadre collectif qui en tient compte. Et c'est aussi intéressant de voir ce qui sont les principaux freins. Et dans les capacités des démocraties à agir pour l'environnement, le climat, l'océan et le reste, il y a quand même 2 gros freins, vous en êtes conscient.
Il peut y avoir l'effet corrupteur de secteurs d'activité très liés aux énergies fossiles, avec des tactiques de déni, de désinformation, de promesses non tenues, en fait, le greenwashing et tout le reste, et puis qui visent à retarder le cadre réglementaire. Donc ça s'exerce aussi dans le fonctionnement de nos sociétés de manière très forte, mais pas toujours très visible. Et l'autre chose qui sape les capacités des démocraties à délibérer et à agir de manière transformatrice, ça peut être en fait les très fortes inégalités de revenus, où des personnes qui ont des revenus extrêmement élevés mettent en fait ces moyens pour en fait avoir la propriété de médias privés ou bien de réseaux sociaux et utilisent en fait cette influence disproportionnée pour des techniques en fait de diversion, de désinformation, qui sapent en fait la capacité de délibération démocratique. Vous pouvez regarder les analyses de désinformation sur le climat. L'ensemble des médias du groupe Bolloré, par exemple, ont un rôle extrêmement dévastateur. Je pense à Sud Radio aussi, ça a été analysé factuellement, où on peut avoir une fausse information sur le climat toutes les quelques minutes ou toutes les heures. Donc on voit à quel point ça biaise en fait les capacités de délibération, et ce point-là, il est important. Et le cadre de régulation n'existe pas. J'ai par exemple regardé récemment le Wikipédia privé de Elon Musk, qui s'appelle Grokipédia, en cherchant les informations climat. C'est redoutable en termes de désinformation parce que ça met au même plan le constat scientifique, les rapports du GIEC, les travaux scientifiques et quelques opinions en fait, relayées sur les réseaux sociaux. Ça les met au même plan dans la manière de faire une synthèse avec des outils d'IA. Donc on voit à quel point ça c'est redoutable, je trouve. Après, donc, vous faisiez référence à la Convention citoyenne pour le climat, et moi je vais reprendre l'angle que je donnais tout à l'heure, fondé sur les droits. Fondé sur les droits, prenons les droits des enfants. En quoi le changement climatique ou la dégradation de l'océan, de la biodiversité pèse sur les droits des enfants? En fait, les enfants, ils sont particulièrement vulnérables de deux manières. Ils sont vulnérables à la chaleur par leur physiologie, même en fait, lors de la grossesse. L'exposition à des vagues de chaleur, c'est des naissances prématurées, des plus petits poids de naissance. C'est déjà en fait une perte de chance. Ils sont exposés dans le monde aux pathologies liées au manque d'eau, à l'excès d'eau. Et ils sont aussi exposés aux perturbations du rythme scolaire. Le fait de manquer des jours d'école, c'est une perte de chance sur le fait d'obtenir des diplômes, sur la réussite tout au long de la vie. Et j'y pense parce que l'ouragan Mélissa, en Jamaïque, Cuba, République dominicaine, Haïti, il a profondément perturbé les conditions de vie de 700 000 enfants, détruit des centaines d'écoles. C'est un exemple parmi d'autres. Le PDG du groupe Total Energy, lorsqu'il a été interrogé sur le lien entre le secteur des énergies fossiles et les ouragans, a dit « Je ne suis pas scientifique. Des tempêtes dans les Caraïbes, il y en a eu, il y en aura. Sur cet ouragan Mélissa, 4 études scientifiques, des vagues de chaleur marine rendues de manière disproportionnellement plus intense, plus probable parce qu'on a réchauffé l'océan, dans un climat plus chaud du fait des énergies fossiles notamment, on a augmenté d'environ 6 fois la probabilité d'ouragans plus intenses catégorie 5 comme Mélissa. On a augmenté d'environ 10% la quantité de pluie, donc les effets dévastateurs des inondations, et d'environ 10% la vitesse des vents, qui ont atteint en moyenne 295 km/h et en rafale 405 km/h. Pas beaucoup de choses qui résistent. Et je prends cet exemple-là parce que 10% de plus de vitesse des vents, c'est 25% de puissance dévastatrice en plus sur les bâtiments. Vous voyez bien qu'on touche à des limites des exercices dont on parlait. Ne pas réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est exposer davantage à des événements très intenses, à une exposition cumulée des enfants partout dans le monde, en fait, à la chaleur, à la sécheresse, aux conditions propices aux incendies aux plus extrêmes, d'une manière disproportionnée par rapport à ma génération et par rapport aux générations antérieures. Donc du coup, vous parliez de convention citoyenne. Qui en met autour de la table? Qui en met autour de la table? Est-ce qu'on met les gens adultes d'aujourd'hui? Est-ce qu'on met les enfants autour de la table? Et j'ai vu récemment un exercice vraiment intéressant des scouts et guides de France qui ont fait une convention citoyenne avec des enfants de 7 à 18 ans et des adultes pour réfléchir à leurs propres pratiques et aux enjeux d'adaptation. Et c'était assez formidable parce qu'on voit des enfants à qui on donne des ressources. Ils se posent des questions, on les aide à trouver des éléments factuels, des connaissances qui étayent leurs réflexions
ancré dans leur expérience et puis l'échange entre générations. Et on voit ces enfants qui ne sont pas effarés ou paralysés par le défi. On parle souvent d'éco-anxiété, il ne faut pas parler des sujets aux enfants parce que ça les rend anxieux. Pas du tout. Quand on les met en situation d'être acteurs, quand on renforce leur émancipation en leur donnant la parole, en fait, ils portent une parole très forte, ancrée dans leurs droits, ancrée dans leurs pratiques, le lien à la nature d'ailleurs, et ils portent en fait des visions de changement, de pratiques transformateurs. Donc c'est pour ça que quand on parlait de participation, moi je pense que ce qui manque le plus, c'est donner la parole aux enfants qui vont vivre avec ce climat qui change. Moins on agit maintenant, plus ils auront à agir par la suite. C'est aussi en fait donner la parole aux enfants qui vivent dans tous les contextes, y compris les plus vulnérables, c'est un point important. Et puis c'est comment dans nos sociétés, on donne la parole aux générations à venir. Comment on le fait ? Comment on le fait quand on délibère aujourd'hui sur des urgences immédiates de type pas de budget ? Mais comment on fait pour que chaque décision, on se dise qu'est-ce que cela va impliquer, pas uniquement à court terme, 5 ans, mais à horizon des prochains 50 ans ou 100 ans. Et il y a eu des expériences dans différents pays, dans différentes villes, de donner une parole aux générations futures. Je me souviens qu'en Suède, à un moment donné, il y avait une expérience d'un ministère du futur. Il y a des expériences en fait, où on fait jouer à des élus, dans des territoires, le rôle de leurs petits-enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est aujourd'hui très clivant, c'est-à-dire comment on engage les transformations, quelles priorités on se donne, vous comprenez bien qu'avec des opinions différentes, des visions du monde différentes, c'est source de friction. Mais finalement, dans un même contexte, on peut avoir les mêmes personnes en jouant leur rôle de leurs petits-enfants qui s'accordent sur l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'on veut préserver, transmettre, les choses qui nous tiennent à cœur. Et c'est ça, moi, qui m'avait frappé aussi dans l'exercice de la Convention citoyenne, c'est qu'on prend des gens tirés au sort qui représentent toute la diversité de la France dans l'Hexagone et les Outre-mer, 2 générations de 18 ans à plus. Et malgré leur divergence de position ou d'expérience de vie, sur un certain nombre de points structurants, ils arrivent à s'accorder. Mais par contre, leurs priorités ne sont pas reprises dans la décision publique. Et ça, je trouve que c'est aussi assez dévastateur. Le fait de dire on vous fait confiance, mais ce que vous proposez, on ne le met pas en œuvre, parce que ça sape en fait la confiance dans ce que peut porter la parole citoyenne. Merci. Ouais, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à la salle, j'accueille 2 étudiants, donc Juliette. Alors j'accueille, on va leur donner un micro. Vous restez à votre place. Donc Juliette Brochard et Adrien Cochet. Donc vous êtes étudiants en journalisme à l'école ISCPA. Donc vous allez poser 3 questions. Ils s'entraînent comme ça au métier de journaliste. 3 questions à notre panel et ensuite on fera passer un micro dans la salle pour que vous puissiez poser vos questions. Bonjour, merci beaucoup déjà pour cette conférence, c'était super intéressant à suivre et ça donne vraiment matière à réfléchir, en tout cas pour moi. Non, moi j'avais une première question. En préparant cette conférence et ces questions-là, on s'était posé la question de est-ce que c'était possible de sensibiliser tout le monde de la même manière à cette crise climatique, à ce réchauffement, cet dérèglement. Et moi, je pense surtout à des différences en termes de population qui habite en ville, de population qui habite en campagne, au niveau de la classe politique, au niveau des entreprises, et des différences surtout parties de la classe politique. J'ai un exemple qui me vient en tête. On a l'Assemblée, on a le Sénat, et j'avais en tête, je ne sentais pas, quand il y a eu cette histoire de loi du plomb, les sénateurs vraiment en phase avec les réalités sur la vision qu'ils ont dans ce genre de décision à prendre sur la crise climatique. Merci. Sabine ? Moi, je suis conseillère au CESE, Conseil économique, social et environnemental. Et en début d'année, j'ai, avec d'autres, élaboré un avis sur la montée des eaux dans les Outre-mer. Et à cette occasion, je suis allée interroger des citoyens, citoyennes françaises dans l'ensemble des Outre-mer français. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir justement les différences d'appréciation de phénomènes de montée des eaux selon les territoires. C'est complètement normal, vous allez me dire, ce que ça s'appelle de la géographie. Quand vous êtes sur un atoll du Pacifique, vous avez un risque élevé de voir votre atoll disparaître.
Quand vous êtes à La Réunion, qui est une île montagneuse, vous avez des risques de cyclones importants. Et ils l'ont vécu récemment avec Chido, surtout Mayotte, mais enfin en tout cas, c'est des phénomènes que les Réunionnais ont l'habitude de vivre, mais la montée des eaux, c'est pas du tout leur sujet. Et donc, il faut adapter les discours à ce que les gens vivent dans leur quotidien, dans leurs expériences. Quand vous avez un risque de montée des eaux, de disparition de votre territoire, vous pouvez faire le lien entre le réchauffement climatique, la montée de l'océan, c'est un cours de physique de première ou de terminale, et votre avenir à moyen terme, on doit dire. Quand vous êtes citoyen de La Réunion, le lien entre le changement climatique et leur vie quotidienne, ça va être ces phénomènes cycloniques dévastateurs pour les populations et qui peuvent créer des morts. Donc, je pense que le point de départ, c'est ce que vivent les gens au quotidien et l'impact du changement climatique sur leur quotidien. Il y a des gens qui vont avoir trop d'eau, des gens qui vont avoir pas assez d'eau. Il faut expliquer, en fonction de ce que vivent les gens, les impacts pour eux. Et ça va les décider à agir et à faire quelque chose, pour que ce soit pas trop éloigné, pour que ce soit proche de ce qu'ils expérimentent et ce que leurs enfants expérimentent. Oui, en complément, je pense qu'il y a un certain nombre de fondamentaux scientifiques qui doivent pouvoir être, des fondamentaux simples, mais de fondamentaux scientifiques qui sont d'ailleurs enseignés à l'école primaire maintenant, qui peuvent être compris par tout le monde. Mais effectivement, ensuite, pour concevoir l'action, pour permettre à chacun d'agir, et encore une fois, citoyens, élus, entreprises, c'est important de rentrer dans cette finesse de compréhension dont je parlais tout à l'heure. Je peux donner un exemple. On a travaillé avec Météo France de manière extrêmement approfondie sur ce que signifient les trajectoires de réchauffement climatique et en particulier cette trajectoire qu'on a adoptée comme trajectoire de référence pour l'adaptation. Alors je vais peut-être prendre 12 secondes pour en dire un mot. Nos objectifs de politique publique, c'est les objectifs de l'accord de Paris. C'est limiter à 1,5 degré, bien en dessous de 2. Et dans le même temps, donc ça c'est un pan énorme de notre action dans le domaine du climat. Et il y a un autre pan qui est de se dire que par ailleurs, en responsabilité, il faut s'adapter au climat futur et que sur cette trajectoire de référence pour l'adaptation, parce qu'il faut savoir à quoi s'adapter, il faut savoir à quoi s'adapter. Et donc on a pris la trajectoire, tout à l'heure j'ai fait une petite grimace, on va dire réalistico-optimiste, qui est celle que décrivait Valérie Masson-Delmotte, c'est-à-dire si tous les pays du monde font ce qu'ils ont dit et pas plus. Donc c'est optimiste au sens où c'est il faut faire ce qu'on a dit et c'est et pas plus, et c'est la partie pessimiste, et c'est donc le 2,7-2,8 degrés au niveau mondial. Et comme en France, la France hexagone se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale, c'est une trajectoire à 4 degrés de réchauffement à la fin du siècle. Et ça, on l'a fait travailler par Météo France à des échelles très locales. C'est des carrés de 8 par 8 km, donc toute la France. Et Météo France a travaillé ce que ça signifie en termes de pluviométrie, en termes de température. Et donc on a ces cartes, et après on peut les rendre très compréhensibles. Ils ont fait par exemple la comparaison du climat futur français avec le climat actuel d'autres villes. Et on voit que Paris aurait le climat de Montpellier, et ainsi de suite. Et donc on peut avoir des cartes assez simples qui expliquent, pour vous, là où vous vivez, cette trajectoire de réchauffement, elle veut dire un climat que vous pouvez connaître, parce que ça correspond à peu près à un climat qui existe ailleurs sur le globe, plus au sud. Et ça permet de faire le lien. Oui, c'est un très bon point ce que vous avez souligné. Dans notre jargon, on appelle ça la littératie climatique, la littératie océan ou la littératie environnementale. Pour le climat, c'est comprendre en fait les causes du réchauffement, comprendre les conséquences, les applications pour le lieu où on vit, un endroit auquel on tient, son secteur d'activité par exemple, mais aussi comprendre quels sont les leviers d'action. Et en plus de ce que vous avez décrit, ce qui est important, c'est comprendre où sont les vulnérabilités, par le retour d'expérience, par le suivi des impacts, parce que comprendre les vulnérabilités, là où on vit, c'est ce qu'on doit réduire pour être davantage prêt. Je donne un exemple, les vulnérabilités par rapport à la chaleur, ça peut être physiologique, son état de santé, son âge, mais ça peut être aussi l'îlot de chaleur urbain ou le logement pas du tout adapté ou le lieu de travail pas du tout adapté. D'accord ? Donc c'est comprendre en fait ces différentes dimensions, par exemple de vulnérabilité, pour pouvoir agir de manière efficace. Et ensuite, l'autre point important pour que ce soit émancipateur, ces connaissances, pas une sensibilisation,
mais émancipateur, c'est-à-dire comprendre comment on peut agir. C'est comprendre quels sont les leviers d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et vivre bien, et comprendre quels sont les leviers d'action pour construire un chemin d'adaptation en déclinant différentes mesures dans le temps, au fur et à mesure du temps, ce qu'on peut mettre immédiatement et ce qui va être plus structurant, qu'on pourra mettre en œuvre plus tard dans le temps. Et ce point-là, il est important. Et par rapport à votre question, je pense aussi aux travaux en psychologie environnementale qui montrent qu'il y a 4 grands types de valeurs avec lesquelles ce qu'on raconte interfère. Il y a une catégorie de valeurs liée à l'égoïsme, et plusieurs d'entre vous l'ont esquissé. Il faut toucher les gens dans ce qui leur tient à cœur. C'est l'égoïsme, en fait. Ça me concerne moi. Mais il y a aussi l'altruisme. Ça concerne d'autres. Et moi, je veux vivre dans une société qui protège aussi les plus fragiles, qui protège les plus fragiles ailleurs dans le monde. Il y a l'attachement à la nature, on en a parlé. Ça joue beaucoup, en fait. Et puis, il y a l'hédonisme. L'hédonisme, c'est le plaisir de faire les choses. Parfois, en fait, les actions par rapport à l'environnement ou au climat, c'est perçu comme une menace pour ça. À l'inverse de la société de consommation qui flatte en permanence l'hédonisme. Mais l'hédonisme, c'est en fait la fierté de faire ensemble, donner à voir comme vous l'avez fait, montrer ce qu'on a déjà réussi à faire en France, ce qui reste à faire. Je pense que c'est important, la fierté de ce qu'on fait. Et ce qui manque souvent, c'est montrer ce qu'on gagnera dans une économie décarbonée. Le Climate Change Committee britannique l'avait fait. Une société britannique décarbonée, combien on économise sur ses factures, en fait, des logements mieux isolés, des transports performants, une meilleure santé et toutes les dimensions qu'on peut imaginer. Et ça, je trouve qu'on ne le fait pas assez. On montre à quel point c'est difficile dans la phase de transition, mais on ne montre pas ce qu'on gagnera à la fin. Absolument, Concepcion, si je peux rajouter, je crois que c'est fondamental d'avoir évidemment un socle commun de connaissances, évidemment des discours adaptés en fonction des publics, que ce soit pour le climat ou tout autre sujet, mais comme le rappelait Marie, de se poser la question de savoir dans quel monde on veut vivre. Et je crois que là est le plus grand levier, puisque de toute façon, même si les politiques déclinent, ce qui a donné la nécessité des politiques continues, enfin, ça ne va pas aller en changeant à ce stade. Donc, faire l'expérience de la chose, je pense être un excellent levier pour se dire, alors, quel est le moindre mal que je peux accepter? Quel est le... J'ai pas envie de dire sacrifice, parce qu'aujourd'hui, on oppose toujours... Oui, mais on oppose toujours l'effort pour l'adaptation, pour l'atténuation, à un sacrifice. Mais non, finalement, se nourrir autrement peut être délicieux, se vêtir autrement peut être très sympa. Est-ce qu'on a besoin d'avoir, je ne sais pas combien de collections sortent par an, la fast fashion? Est-ce qu'on en a besoin? De faire l'expérience du monde dans lequel on va vivre et y découvrir effectivement du plaisir. Par exemple, il est prouvé aujourd'hui, c'est très clair, que le plaisir procuré par l'achat d'un nouveau sac à main, pour lequel on a besoin littéralement pour porter des choses, hein, a priori c'est tout. Hein. L'achat d'un sac à main, le plaisir associé va être beaucoup moins profond et beaucoup moins long comparé à rendre un service utile à quelqu'un. Donc se poser les bonnes questions et en faire l'expérience, je pense, pour rassurer collectivement et cesser d'opposer, aller ensemble vers en se demandant systématiquement dans quel monde je veux vivre et comment est-ce que je participe à créer des conditions du monde dans lequel je veux vivre, tout simplement. Je crois que ça fait complètement le lien avec la deuxième question. Bonjour, merci beaucoup. Donc oui, en effet, ma question suit vos propos, Madame Rambert, puisqu'on parlait aussi d'empreinte carbone très élevée. Moi, je m'interroge sur, avec nos modes de vie modernes actuels, est-ce qu'on peut réellement modifier de façon pérenne ces modes de vie pour améliorer les enjeux environnementaux? Et est-ce qu'on peut amener le débat sur la sobriété d'une certaine façon pour justement s'acclimater, sans mauvais jeu de mots, à ce qui se passe aujourd'hui? Alors, très franchement, non. Très franchement, non. Je ne me rappelle plus du chiffre, mais si l'ensemble des citoyens devenaient hyper vertueux, l'impact resterait très minime. Donc on a besoin, et c'est aussi la beauté de ce panel, de la pluridisciplinarité, de différents leviers d'action pour pouvoir non seulement nous inciter, mais surtout nous permettre. Enfin, nous, par exemple, en tant que producteurs d'énergie renouvelable, voilà, Sophie en a parlé, on a plutôt un mix très décarboné. En revanche, dans nos usages, on a vraiment besoin d'électrifier
les usages, puisque aujourd'hui, vous l'avez rappelé, on est en dépendance. Alors, ça évoque aussi d'autres questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais on a parlé un peu de loin des questions de dignité, mais aussi des questions de souveraineté, qui sont, me paraît-il, fondamentales. Néanmoins, aujourd'hui, 58-60% de notre dépendance est des énergies fossiles, et en grande partie due à la non-électrification de nos usages. Donc, il faut vraiment que ce soit protéiforme et multilevier pour pouvoir aller vers, parce que des actions de grande ampleur dans une niche qui finalement n'a pas tellement d'impact. Non, en revanche, et c'est le même propos avec les collaborateurs, faire la pratique de la chose et inciter permet au moment des grands votes et des grandes questions de pouvoir se mobiliser pour inciter les politiques publiques à nous faire des lois de programmation de l'énergie, par exemple, ou des vrais cadres réglementaires qui nous permettent d'aller tous dans le même sens. Oui, en fait, sur la sobriété, c'est souvent mal compris. C'est souvent compris comme chacun doit se serrer la ceinture dans son coin. C'est pas très incitatif. Et en réalité, quand on regarde ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il y a 3 grands leviers d'action. Il y a un levier qui est des technologies performantes, qui rendent le service qui était associé à des fossiles d'une autre manière, se chauffer, se déplacer, etc. Il y a un volet qui est maîtrise de la demande, sobriété et efficacité. Et il y a un volet qui est s'appuyer sur les écosystèmes, on en a parlé tout à l'heure, pour continuer à bénéficier de leurs fonctions et de leurs services. Et en fait, à chaque fois, il y a des questions de sobriété. Sobriété foncière, éviter d'artificialiser des terres, par exemple. C'est préserver la capacité des sols à stocker du carbone. C'est une forme de sobriété. Et la sobriété, ce n'est pas un choix individuel dans la manière dont on le perçoit dans les stratégies de décarbonation, c'est comment on rend accessible par l'organisation de la société des styles de vie sobres en carbone. C'est différent. C'est-à-dire comment on fait en sorte que ce soit accessible à tous, indépendamment des moyens, par exemple, des lieux de vie ou des revenus. Et je vais donner un exemple de ce point de vue-là aussi, qui porte sur l'empreinte carbone. C'est une étude publiée par le CITEPA et l'ADEME la semaine dernière, qui est très intéressante, qui regarde, sur la base d'une enquête, les profils de Français très émetteurs. C'est très hétérogène. Il y a un profil, par exemple, d'étudiants, de jeunes actifs, plutôt CSP++, qui font énormément de voyages en avion sur des durées courtes. Là, on voit bien qu'en fait, dans les mesures de politique publique qu'on pourrait faire, il y a bien sûr les externalités environnementales du secteur aérien. Il faut à un moment donné que ça se traduise sur le prix du billet, ne serait-ce que ça. Enfin, ça semble assez évident. Ce n'est pas un besoin de base, c'est un loisir. Il faut bien y réfléchir. Et l'autre profil, c'est plutôt des retraités à revenus très modestes, dans des grandes maisons, plutôt en zone périurbaine ou rurale, pas isolés, avec des revenus qui ne permettent pas d'investir la dépendance à la voiture, le chauffage au fioul et tout le reste. Et ça fait parfois les mêmes ampleurs d'émissions par personne. Et là, on voit bien qu'il y a un volet de politique publique à débloquer pour que ces personnes qui sont coincées, en fait, qui dépensent tout leur argent, plus des aides publiques, pour lutter contre la précarité énergétique, comment on fait avec les mêmes moyens pour aider à faire, par exemple, des rénovations d'ensemble, ou bien un meilleur usage de logements très grands qui sont vides pour la moitié. Il y a des communes qui aident les retraités modestes à louer le premier étage et habiter au rez-de-chaussée, par exemple, avec des aides pour permettre de le faire. Voilà. Et donc là, on voit que les réponses ne vont pas être les mêmes. Pourtant, les empreintes carbone sont similaires. Et comment on fait dans les deux cas pour favoriser des styles de vie plus sobres? Dans un cas, il y a un imaginaire de loisirs très émetteurs, et dans l'autre cas, il y a des conditions de vie très dégradées au quotidien. En fait, moi, je pense j'aimerais rajouter qu'il y a souvent un pan qui est oublié dans cette discussion, qui est l'économie. C'est-à-dire que les entreprises aussi, elles consomment, et il y a un grand nombre des émissions qui sont dans la manière dont elles produisent. Donc même si on réduit notre consommation de choses qui, lors de la production, sont extrêmement émettrices, on ne va pas y arriver. Et donc, il y a ces deux angles aussi qu'il faut vraiment avoir en tête dans la logique de transformation de nos usages. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, donc nous, c'est ce qu'on finance, c'est qu'on voit qu'il y a presque un chemin de temps, quelque part, où la première des choses que les entreprises devraient faire pour même réduire leurs coûts, parce qu'en fait, la sobriété pour une entreprise, c'est souvent une réduction de coûts. Donc, typiquement, je vais vous donner quelques chiffres. On a financé une entreprise qui s'appelle Sweep, et ce qu'elle fait,
c'est qu'elle permet, à partir d'un compte de résultat d'une entreprise, donc des chiffres financiers, d'en déduire les chiffres carbone, d'émissions carbone, et derrière de pouvoir montrer à l'entreprise où sont ces grandes émissions et d'en tirer des chemins de réduction d'émissions carbone. Et en fait, l'implémentation, ils ont fait une étude avec un cabinet d'analystes américains de leur solution au sein des entreprises, conduit à un retour sur investissement en 9 mois de 238%. Parce que quand on réduit les émissions, souvent on consomme moins de produits, on a réduit le packaging, et donc ça coûte moins cher à faire. On a optimisé la logistique, et donc on paye moins les logisticiens ou les transporteurs. Donc en fait, alors le motto de cette entreprise, c'est de dire « Sustainability is smart business », en fait. Donc on a vraiment cette logique déjà, et ça, c'est des choses qu'on peut faire très vite pour les entreprises, parce que c'est juste une optimisation, quelque part, de son empreinte qui conduit à une optimisation des coûts et donc à des meilleurs résultats financiers. La deuxième chose sur la production, donc ça, souvent ça prend plus de temps, donc on voit bien qu'on peut avoir une trajectoire de transition où on commence par un peu avoir une trajectoire de sobriété tout en investissant dans des choses qui, à terme, vont pouvoir être beaucoup plus vertueuses en termes d'émissions et plus pérennes, etc. Donc je vous donne l'exemple d'une autre entreprise, comme ça vous voyez bien la différence. On a investi dans une entreprise qui s'appelle Pebble, qui est basée à Stockholm, entre Stockholm et son usine de production et à Rotterdam. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent, donc j'ai parlé du 4e puits de carbone qui sont les roches minérales. En fait, on le sait assez peu, mais il y a 80% du manteau terrestre qui est composé de roches minérales, et ces roches, elles s'appellent minérales parce qu'elles minéralisent du carbone. Donc en fait, le CO2 au contact de la pierre est absorbé, donc c'est un cycle qui est très lent, mais ils arrivent et donc ça transforme la composition de la pierre, en fait. Donc ce qu'ils arrivent à faire, c'est à complètement accélérer ce processus, qui est un processus naturel, en transformant la pierre en poussière, donc c'est de l'olivine, du basalte, des choses très communes, en les mettant sous conditions de pression et de chaleur, avec du CO2 qui a été récupéré de déchets industriels ou autres, et en sortie de ça, ce qu'ils ont, c'est un matériau qui ressemble à la pierre ponce et qui peut remplacer ça dans la fabrication du ciment. Donc en bout de chaîne, on a du ciment qui stocke du CO2 au lieu d'en émettre lors du processus de fabrication. Donc évidemment, c'est des sociétés qui vont prendre plus de temps à se déployer, voilà, mais on a des solutions des deux côtés, et c'est aussi en utilisant ce nouveau type de produit qu'on pourra réduire le niveau d'émission de la consommation et des particuliers et de l'économie. Donc il faut agir sur ces deux côtés d'un point de vue économique. Oui, moi je suis convaincue qu'il peut y avoir des transformations profondes des modes de vie et qui ne soient pas désagréables. Enfin, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel il faut absolument insister. On ne parle pas du tout, et le souhait est commun. C'est quand on réfléchit à dans quel monde on veut vivre, c'est évidemment un monde dans lequel on a envie de vivre. Et quand on regarde les solutions qui existent et les solutions potentielles, on voit qu'on peut avoir un monde très plaisant et très agréable à vivre, et qui soit beaucoup plus sobre en carbone, en tout cas. Ce qui ne veut pas forcément dire une sobriété subie. On dit parfois le retour au 19e siècle à la bougie, évidemment. On parle en aucun cas de ça. En revanche, et c'est le point sur lequel je voulais insister, ça a été dit, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. C'est le caractère multifactoriel et multidisciplinaire, c'est-à-dire que ces transformations profondes, c'est des transformations qui, pour se réaliser, vont supposer la rencontre de plein de petites transformations unitaires, donc éventuellement une solution technologique différente, des paramètres économiques différents, une sensibilisation. Par exemple, on parlait des transports tout à l'heure, pour transformer profondément notre système de transport et qu'on puisse encore se déplacer, parce que ça fait partie quand même parfois des joies de vivre ou des besoins. Il y a des sujets sur les véhicules, il y a des sujets sur les énergies qui les poussent, il y a des sujets sur l'organisation du système de transport, l'articulation entre transport en commun et transport individuel, et il faut que ça se rencontre. Et mon dernier point, et je finis là-dessus, c'est que il faut accepter que ça se pense dans le temps long, et même si on n'a pas beaucoup de temps, il faut penser l'action à la fois avec des
actions rapides et à bénéfice rapide, et à la fois en préparant maintenant des actions qui seront à bénéfice plus long. Et si on se retourne en arrière, essayez de, pour ceux qui êtes suffisamment vieux, ce qui n'est pas votre cas, de vous replonger à exactement, mais pour de vrai, comment on vivait d'un point de vue numérique, d'un point de vue transport, d'un point de vue habillement, d'un point de vue loisir, il y a 20 ans et maintenant, il y a des différences énormes. Rappelez-vous, pour ceux qui êtes suffisamment vieux, l'époque où on fumait partout. La cigarette dans les lieux publics, c'est une transformation qui a pris des décennies. Elle a pris des décennies pour être acceptable. Elle a pris des décennies pour être acceptée. Et maintenant, on ne reviendrait pas en arrière. Et on en voit tous les bénéfices. Mais si on l'avait décrété au mauvais moment, au moment où ce n'était pas prêt, elle n'aurait pas été possible. J'en suis convaincue. Le problème, c'est que là, on est un peu pris par l'urgence. Mais... Oui, mais il y a des différents horizons d'action. Oui, il faut empiler les différents horizons d'action. En fait, je trouve que c'est intéressant la question des transformations parce qu'il y a les transformations qu'on choisit, puis il y a les transformations qu'on subit. Et je veux donner un exemple de transformation. Pyrénées-Orientales, sécheresse persistante, on arrache les vignes, il y a des incendies graves. On se pose la question de quels seront les modes de production agricole qui seront viables. Il y a des communes dans le sud de la France où on n'autorise pas de nouvelles implantations parce qu'en fait, les ressources en eau ne permettent pas d'alimenter davantage de familles. Donc là, c'est des transformations subies. En fait, c'est les contraintes climatiques. L'arrêt du ski en moyenne montagne, c'est des communes qui se posent la question de quels emplois, quel modèle économique. Donc on voit que dans certains cas, les effets du changement climatique, ils poussent à des transformations. Je prends l'exemple des aires climatiques qui se déplacent, qui changent l'arrivée de moustiques, par exemple, de nouvelles maladies, qui vont bouleverser les cultures de fruits. Certains territoires français sont spécialisés dans des vergers, par exemple pour les pommes, et on sait que dans pas très longtemps, en fait, les conditions seront de moins en moins favorables. Et pour la réflexion sur ces transformations, il y a celles qu'on veut mettre en œuvre, il y a celles qu'on va devoir mettre en œuvre dans un climat qui change. Un point important, c'est, je l'ai un peu esquissé tout à l'heure, vous l'avez aussi esquissé toutes, c'est comprendre les interdépendances. Et par exemple, les questions de l'eau dont j'ai parlé, elles sont liées à la production agricole, mais la production agricole, elle est liée au choix d'alimentation. L'eau, c'est aussi lié à la biodiversité, c'est lié à l'énergie, au refroidissement d'infrastructures, par exemple, industrielles, et puis c'est lié à la santé. Et si on embrasse les différentes dimensions, si on regarde toutes ces interdépendances, c'est là où on peut penser des transformations dans toutes leurs dimensions, et pas prendre un petit angle, au risque d'ignorer les autres, et finalement d'avoir des effets indésirables majeurs. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez poser la dernière question et on passe au public? Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Je suis désolée, on est un peu prise par le temps. Il y en a. Oui, bonjour. Mon terrain de jeu, c'est les alumni de grandes écoles. C'est-à-dire que ça me gêne d'en parler aux jeunes, aux enfants, et j'essaie d'embarquer à ceux qui ont connu... de ceux de 40 et 50 ans. Donc, d'abord au sein du club transition des SEC, puis au sein d'autres, maintenant on s'est tous regroupés au sein d'Alumni Act. Et évidemment, je suis frappée parce que vous êtes... Enfin, je ne suis pas frappée, mais je suis émue parce que vous êtes des femmes. Je pense qu'il y a un levier d'accélération par rapport à tous nos sujets qui sont de mettre en avant tout ce que font les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la transition, et que personnellement, j'ai du mal avec les milieux financiers, par exemple, où il y a quand même beaucoup de costumes gris, j'appelle ça les costumes gris, et pour embarquer les costumes gris, je pense qu'il faut leurs femmes, il faut leurs filles, et il faut, du coup, je pense au réseau Femmes et Climat, comme She Changes Climate, comme Elle Shift. Et moi, je m'évertue à mettre en avant, vous toutes, avec Comme Égérie, on parle souvent de Valérie Masson-Delmotte, Marie aussi, quand elle parle à la Climate House de financer le vivant, moi, ça me parle. En fait, je pense que la finance n'attire pas les femmes parce que ça n'a pas de sens, mais quand ça a du sens, et merci à vous. Et voilà, donc un des leviers, c'est les femmes et le climat. D'ailleurs, on est nombreuses ici. Voilà. On va peut-être passer. Merci beaucoup pour votre intervention.
On se demandait justement si c'était une bonne idée d'avoir un panel 100% féminin. On a eu le débat. Bon, bonjour à toutes, justement. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. J'ai été déstabilisée hier lors d'une table ronde par une information qui a été partagée par Gaspard, on dit Koenig, voilà, Koenig, qui indiquait que pour la jeunesse d'aujourd'hui, les adolescents d'aujourd'hui, parler d'écologie, parler de développement durable, c'est ringard. Alors, je voudrais savoir... Or, c'est évidemment cette jeunesse qui va porter tous les enjeux dont on parle aujourd'hui. Et j'aimerais savoir si vous avez le même type d'information. Merci. On prend peut-être une troisième question, peut-être. Voilà. Est-ce que c'est un homme? Toujours pas. Non, désolée. Bonjour et merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question plus pour les représentantes institutionnelles. Donc, on a parlé au début de vos interventions du fait que le transport et le bâtiment étaient un peu en retard sur les trajectoires. Du coup, quels sont les leviers publics qui peuvent être mis en face de ça? Et ensuite, on n'a pas trop parlé du numérique, mais c'est quand même un secteur qui explose. Et on parle du passé, donc de ce qui émet beaucoup actuellement, mais ça, pour le coup, c'est en hausse. Et est-ce que aussi il y a des leviers là-dessus? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Juste de là. Une question. Bonjour à toutes et merci beaucoup pour la qualité de ces débats. C'est vraiment génial de pouvoir tous et toutes assister à cela. Moi, j'ai une question sur la parole liée à tout ce changement climatique et ses impacts. Je suis assez surprise qu'il y ait aussi peu de place, même dans des médias qui ne sont pas possédés par certains, sur ce sujet-là, en fait. Je trouve que même sur des médias publics ou dans la parole publique, finalement, le changement climatique, l'environnement, la biodiversité prend assez peu de place et ça m'étonne au vu des enjeux. J'aimerais avoir votre vision là-dessus. Bonjour, je me demandais, donc, avec l'évolution de la loi pollueur-payeur cet été, est-ce qu'on tend vers une écologie punitive? Est-ce que c'est une bonne chose d'après vous? Bon, alors je peux On a envie de rebondir tout de suite. Ouais, pas sur tout, mais sur 2-3 choses. Alors moi, j'ai horreur de ce terme écologie punitive, et vous me pardonnez, mais les créations des journalistes là avec les mots valises, c'est surtout utilisé par certains médias. Ouais, par certains médias, mais bon, parfois voilà tous les termes qui commencent par méga aussi, c'est une manière en fait de faire rentrer un imaginaire multiforme dans un seul mot sans prendre la peine de prendre quelques instants pour réfléchir. Donc après, ce que je disais tout à l'heure, c'est très difficile dans les politiques publiques, c'est-à-dire qu'un mode d'accélération possible, c'est pas forcément le meilleur, mais un mode d'accélération possible, c'est le mode réglementaire avec les obligations et les interdictions. Parce qu'il y a un autre mode d'accélération possible qui est de mettre énormément d'argent public, mais en fait, l'argent public, c'est notre argent. Donc c'est aussi un effet derrière, un effet d'obligation qui est de diriger où va l'argent, de le prendre et de le diriger. Et donc, c'est clairement pas, et ça ne doit clairement pas être le seul moyen d'action, sans passer complètement. C'est difficile, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on essaye toujours de construire dans le temps long le fait de commencer par tous les autres moyens, donc amener l'ensemble des conditions, la normalisation, les conditions économiques, traiter les cas particuliers, mettre en place les solutions, et une fois que toutes ces conditions sont mises en place, à ce moment-là, de basculer pour dire maintenant que les conditions sont établies, tout le monde y va. Et je reprends mon exemple, mais les deux exemples que j'ai cités, la ceinture de sécurité à l'arrière et la cigarette dans les lieux publics, à un moment donné, on dit on y va. Mais effectivement, je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est essentiel que toutes les conditions soient mises en place pour ça. Et c'est là une des difficultés du débat démocratique, quand on est dans l'urgence, qui est d'arriver à se projeter dans le temps long et à bien cibler l'ensemble des conditions qui doivent être réunies avant
avant de basculer dans l'obligation. Il y a un autre point sur lequel je voulais réagir, mais je ne serais peut-être pas la seule, sur femmes-hommes. Dans d'autres, moi je suis plutôt dans un monde masculin, je suis ingénieure, et dans la partie de l'action publique, même sur le climat et sur l'énergie où je travaille, il y a essentiellement des hommes, les femmes sont minoritaires. Et assez régulièrement, je dis, c'est quand même dommage qu'on ne peut pas se priver de la moitié de l'humanité, et dans ces cas-là, je parle de la moitié féminine. Mais c'est la même chose dans l'autre sens. Enfin, moi, je fais partie de celles qui regrettaient que ce panel soit purement féminin. Vous voyez, il y a les sujets sérieux où il y a les hommes, puis il y a les sujets des filles. Moi, je trouve que c'est pas un très bon exemple. Donc, je suis dans les groupes d'alumni, les femmes, les réseaux de femmes. J'encourage les réseaux de femmes. Je fais du mentorat. J'y crois énormément. Et je pense que c'est important, effectivement, que les femmes prennent leur part et lorsqu'elles sont un peu à l'avant-garde de certains sujets, qu'elles prennent leur rôle d'avant-garde. Et en revanche, ces sujets de transformation profonde, c'est nécessairement des sujets qui doivent aussi être travaillés avec toutes les parties de l'humanité, et notamment lorsqu'on parle c'est pas des minorités, quoi, quand on parle des deux moitiés de l'humanité, Et moi, je fais partie de ceux qui ont regretté que ce panel soit uniquement féminin. Même si j'ai énormément de plaisir à discuter entre toutes, et je trouve qu'en termes d'image, c'était pas optimal. Voilà. Je vais essayer de répondre avec un mix à vos questions, en commençant par une petite boutade qui est rien ne vaut une bonne crise. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, la manière dont les médias s'intéressent à un sujet, c'est quand il y a une crise, donc une crise climatique. Et un bon exemple, c'est la grande sécheresse de 2022, dans laquelle on a 1000 communes françaises qui se sont retrouvées du jour au lendemain privées d'eau potable, 60 départements en état d'alerte. La conséquence a été une baisse de production agricole, alors en fonction des produits, mais de 10 à 30%. Et ça a été un renchérissement du prix de l'eau pour les populations locales, dont les maires ont été obligés d'aller chercher de l'eau avec des camions-citernes. Et le prix au mètre cube est passé de 3,50 € à 7 € pendant cette période-là. Donc ça a doublé le prix de l'eau pour les particuliers. Et là, je peux vous dire que la prise de conscience, elle a été immédiate. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le côté positif de tout ça, c'est que derrière, l'eau est devenue une question politique. Et on s'est dit, finalement, l'eau, on peut en manquer. Il faut se poser la question de la sobriété, de la gestion de l'eau et des différents usages, et avoir des conversations citoyennes pour décider comment on utilise cette eau et comment elle doit être facturée. Et donc ça, c'est le côté positif de la crise. Le côté négatif, c'est que quand on regarde la manière dont la nature se comporte, une crise, c'est un tremblement de terre, c'est un cyclone, c'est un effondrement de terrain. C'est toujours quelque chose de dramatique. Ça conduit souvent à des destructions, parfois à des morts. Et on ne peut pas souhaiter que la crise soit le mode de transformation de l'humanité et soit le déclencheur de grands changements. Et les crises, c'est aussi ce qui suscite des peurs. Et on voit bien comment les peurs aujourd'hui ont des impacts sur nos démocraties et comment certains utilisent les peurs légitimes de nos concitoyens pour avoir des avancées ou des contre-avancées. Donc la crise, les grands changements, les révolutions ont du bon, mais suscitent des contre-réactions qui peuvent être davantage dramatiques. Je vous raconte tout ça parce qu'on parle depuis le début de relations à la nature, de compréhension des changements climatiques et d'écologie. Et en fait, ce qui manque dans notre pensée écologique, c'est une écologie du temps. Et c'est là où les femmes, je pense, ont quelque chose d'autre à apporter. Une relation au temps qui est plus dans la durée. Il faut 9 mois pour faire un bébé. On ne peut pas aller l'acheter au Monoprix, là, en face. C'est pas si simple d'avoir un bébé. C'est une relation au temps qui est de respecter un ordre des choses, une durée de gestation qui apprend à avoir une relation à la nature qui est un peu différente. Et ça, c'est probablement quelque chose qu'il faut réinsérer dans notre éducation, dans la manière de faire, dans le travail des médias, de prendre son temps et de mettre en place une écologie du temps pour avoir une meilleure relation avec la nature.
Alors, je suis désolée, on va être obligé de couper, mais juste pour conclure sur les médias, on est bien conscient qu'il faut avoir un récit différent et peut-être voilà, donner envie, construire de nouveaux imaginaires pour embarquer et les jeunes et sortir de cette image d'écologie punitive et montrer tout ce qu'on a finalement à gagner, parce que c'est certain, tout ce qu'on a finalement à gagner à lutter contre le changement climatique et à préserver, à rester à l'intérieur des limites planétaires. Donc c'est vraiment un travail qu'on mène toutes et tous, mais effectivement, il y a un gros débat. Le mot de la fin, Valérie. C'était une bonne question, le numérique. Parce que ce qu'on voit actuellement aux États-Unis, c'est que l'IA hyper énergivore aspire une demande d'énergie telle que ça va être favorable aux énergies fossiles. C'est un vrai sujet. C'est associé aussi avec des rapports de domination par l'accaparement des données et la prise de valeur sur les données. Et on parlait des imaginaires. Et moi, je suis très inquiète de tout ce qui est imaginaire clivant, c'est-à-dire, on va dire, la charge mentale de la protection de l'environnement, c'est les femmes. Et puis les hommes, c'est les affaires, hein, la souveraineté et le reste. Je pense qu'il faut arriver à déconstruire ça, et notamment parce qu'aux États-Unis, les approches populistes, elles ont justement poussé à cliver entre les femmes et les hommes, alors qu'en fait, on a besoin que la protection de l'environnement, ce soit un sujet qui rassemble, et pas quelque chose qui est perçu comme quelque chose qui oppose, je dirais. Conception, est-ce que je peux un dernier mot directement à Madame sur, parce que ça me tient beaucoup à cœur, la question de la place des hommes, la question de la place des femmes. Évidemment, j'invite tous les messieurs en costume gris, comme vous dites, à plus fréquenter leurs femmes pour le plaisir de la chose. Néanmoins, je ne crois pas qu'il faille penser que c'est par les femmes, même si évidemment les femmes ont un plus grand souci holistique et une vision beaucoup plus écosystémique, et Marie le dirait mieux que moi. Je crois que les investissements, les investisseurs, les costumes gris, comme vous dites, vont s'intéressent de plus en plus à l'adaptation au changement climatique et à la réduction du changement climatique. Pourquoi ? Pour des questions de performance financière et de rentabilité. Donc, qui fréquente la femme ? Mais voilà, mais que ce soit bien clair. Merci beaucoup. On doit libérer la salle, on peut se retrouver juste dehors. Merci beaucoup.